Quelles sont les transformations de l'action collective? Commençons à distinguer action collective, mouvement social, conflit social. Une action collective réunit des individus qui ont un objectif, la défense d'une cause. Une action collective devient un mouvement social dès qu'il y a identification d'un adversaire. Enfin, un mouvement social devient un conflit social dès que des affrontements entre groupes sociaux ayant des intérêts ou des buts opposés ont lieu. Touraine va alors définir un mouvement social par 3 caractéristiques. Un acteur, c'est le principe d'identité. Un adversaire, c'est le principe d'opposition. Et un enjeu, c'est le principe de totalité. Ces actions collectives vont s'inscrire dans un contexte économique et social. C'est l'analyse de Touraine. Selon lui, les actions collectives sont représentatives d'un type de société. Quand la société se transforme, les formes d'action collective évoluent. C'est ce que démontre aussi Tilly en ce qui concerne les répertoires d'action politique. Toute population a un répertoire limité d'action politique. C'est un ensemble prédéterminé de moyens d'action, connus et utilisables par les individus dans le cadre de leur participation politique au sein d'une société donnée, à une époque donnée. Ainsi, les individus vont avoir le choix entre différentes modalités d'action. Tilly démontre que les modalités d'action collective se modifient en fonction de l'évolution de la société. Ainsi, pour chaque époque, il y a un modèle d'action dominant, même si les anciennes formes ne disparaissent pas totalement. À partir des années 70, les conflits du travail qui étaient représentatifs des sociétés industrielles vont devenir moins dominants. C'est l'analyse d'Alain Touraine. En effet, dans les sociétés industrielles, les actions collectives portent principalement sur les questions économiques. On est donc dans la logique de l'analyse marxiste. Les caractéristiques des conflits portent d'abord sur leur objet, c'est-à-dire le travail, avec des acteurs très spécifiques, les syndicats de salariés, les partis politiques, et le patronat et le prolétariat qui s'opposent. Des revendications très particulières sont des revendications matérielles, augmentation de salaire, conditions de travail. Le répertoire là aussi est très particulier, c'est le répertoire national autonome, développé par Tilly. Il est utilisé entre les années 1850 et les années 70. Ces actions ont pour territoire le territoire national. Et il y a une forte autonomie par rapport aux notables. Ce sont des organisations indépendantes qui sont créées, les syndicats, les associations, les partis. Des moyens très particuliers sont utilisés. Les manifestations, les grèves, les pétitions. Et ce sont des moyens qui utilisent un niveau de violence très faible. Or, ces conflits du travail vont devenir moins nombreux depuis la fin des années 70. En effet, 2 indicateurs peuvent être utilisés. Premièrement, la réduction du nombre de jours de grève. Ensuite, la baisse du taux de syndicalisation. Ainsi, les conflits autour du travail ne seraient plus les conflits dominants. Premier type d'explication, des explications liées à la transformation du marché du travail. Le chômage augmente. Il y a une précarisation accrue des emplois. La tertiarisation de l'économie continue et il y a une externalisation. De même, il y a une nouvelle organisation du travail où il va y avoir individualisation de la relation salariale. Enfin, la mondialisation fait que les entreprises menacent de délocalisation en cas de conflit. D'autres explications liées aux transformations culturelles peuvent être mises en évidence, c'est le paradoxe d'Olson. En effet, celui-ci montre que des individus aux intérêts communs, dotés de moyens d'action et conscients de leurs intérêts, ne vont pas automatiquement se mobiliser. C'est le phénomène du passager clandestin. En effet, chaque individu fait un calcul coût-bénéfice. Il compare le coût de l'action, la perte de salaire, le temps, avec son bénéfice, le succès de l'action. Or, le coût est individuel alors que le bénéfice est collectif. Il va l'obtenir même s'il ne participe pas à l'action. Dans ces conditions, chaque individu a le même raisonnement, il ne participe pas à l'action collective. Ainsi, le syndicalisme serait remis en cause. En effet, cela peut s'expliquer par des déterminants conjoncturels. En période de faible croissance, les entreprises ont peu de richesses supplémentaires à répartir. Ainsi, les revendications syndicales sont souvent un échec. Il y a aussi des déterminants structurels. Une diminution du nombre d'ouvriers qui sont traditionnellement syndiqués. L'externalisation des entreprises. Ainsi, le nombre de salariés dans les petites entreprises augmente. Or, les petites entreprises rassemblent des salariés qui sont traditionnellement peu syndiqués. Enfin, les modalités d'action collective paraissent moins adaptées.
En effet, les syndicats, notamment en France, ne vont pas donner des incitations sélectives qui favoriseraient la syndicalisation. Cependant, on ne peut pas dire que ces conflits traditionnels ont totalement disparu. En effet, les revendications restent matérielles, sur le salaire, le temps de travail. Ensuite, les syndicats restent des acteurs essentiels. Simplement, leur rôle n'est plus le même. En effet, ils vont avoir un triple rôle, d'abord dans l'entreprise. Ils vont permettre l'expression des revendications des salariés, mais aussi ils vont encadrer les grèves et les finir. Au niveau de la branche ensuite, puisqu'ils vont signer les conventions collectives. Et enfin au niveau national, puisqu'ils vont avoir une double fonction. D'abord, ils vont participer à l'élaboration du Code du travail. Ensuite, ils vont être des acteurs essentiels à la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale. Cependant, on note une diversité des formes d'action collective depuis le début des années 80. D'après Alain Touraine, dans les sociétés post-industrielles, les conflits sociaux ne sont plus centrés dans l'entreprise, mais ils vont se diffuser dans la société tout entière. C'est ce que l'on appelle les nouveaux mouvements sociaux. Il va donc y avoir de nouveaux acteurs, les femmes, les minorités ethniques, les jeunes, mais aussi ce que l'on appelle un groupement. C'est une organisation politique qui est parfois peu durable, mais qui a une organisation particulière, un fonctionnement informel et décentralisé, une structure horizontale où il y a théoriquement pas de chef. De nouveaux objets. D'abord des revendications immatérielles, la sociabilité, les valeurs, la culture. C'est aussi ce que l'on appelle les luttes minoritaires. C'est un groupe de personnes qui, en raison de leurs caractéristiques physiques ou culturelles, sont distinguées des autres dans la société par un traitement différentiel et inégal. Leur demande principale est alors une demande de plus d'égalité. Il y a aussi de nouvelles modalités d'action, d'après Tilly. C'est ce qui sera appelé plus tard le répertoire transnational solidariste, caractéristique de la société post-industrielle. Il est utilisé depuis les années 80. Il a ici, ce moyen, une dimension internationale. Il n'est pas réservé seulement sur le territoire d'une nation. Enfin, il y a un refus de délégation politique et un recours à la démocratie directe. Les moyens utilisés sont le militantisme d'expertise, les actions individuelles comme le sit-in, le boycott, et le niveau de violence est là aussi extrêmement faible. On peut donner deux déterminants à cette diversification de l'action collective, qui sont toutes deux liées à la croissance économique. D'abord, comme la population est plus riche, il y a un changement de revendication. Les revendications sont maintenant post-matérialistes. La population ayant satisfait ses besoins matériels, ne demande plus ni d'augmentation de salaire, ni d'amélioration de conditions de travail. Mais aussi, la croissance économique a entraîné une augmentation de la scolarisation. La population est plus éduquée et donc les individus se sentent capables de réfléchir de manière